En 1977, vous avez Carter qui est au pouvoir, qui est vu comme un président assez faible à l'époque, mais qui est plutôt éthique. Et donc, vous avez un gros scandale avec Lockheed, qui fabrique les fameux chasseurs F-16, etc. américains, qui avait payé des pots de vin à peu près partout tout autour de la planète pour gagner des contrats, notamment contre les Mirage, etc. français. Et notamment en Hollande, où ils avaient payé $1 million au prince consort en Hollande pour revendre leurs fameux avions. Et à l'époque, ça crée un scandale aux États-Unis, et donc le gouvernement américain légifère et crée cette loi américaine qui empêche les entreprises américaines dorénavant de payer des pots de vin à des agents publics étrangers. Alors bien sûr, ça met les entreprises américaines en situation de désavantage par rapport notamment à leurs concurrents européens qui, eux, je vous le rappelle encore une fois, comme en France, vont à Bercy déclarer les pots de vin. Et c'est déductible d'impôts sur les sociétés. Donc, cette loi, en fait, pendant pratiquement 25 ans, n'est pas appliquée. Il y a simplement quelques petits cas d'entreprises de temps en temps qui se font épingler. Mais à la fin des années 90, les États-Unis comprennent et notamment les grandes entreprises, comprennent qu'il y a peut-être quelque chose à en faire. Et tout cela est concordant avec la fin de la guerre froide. À la fin de la guerre froide, les services de renseignement américains se retrouvent sans ennemis. Et vous avez Clinton qui réoriente tout ce beau monde, donc les 16 agences américaines, sur le renseignement économique, à la fin des années 90. Et donc, les Américains vont alors faire trois choses. Via notamment le directeur juridique de General Electric, déjà à l'époque, qui pousse le gouvernement américain et le Congrès à rendre cette loi américaine qui était poussiéreuse, à la rendre extraterritoriale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des transactions en dollars, à partir du moment où vous envoyez des emails qui sont stockés ou qui transitent via des serveurs aux États-Unis, vous avez un point de contact avec le territoire américain et donc toute l'entreprise est sous juridiction américaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les États-Unis, en fait, comme ils contrôlent les tuyaux financiers via le système SWIFT et via les dollars et les tuyaux de l'Internet via les GAFA, etc., en fait, essayent d'utiliser ces tuyaux pour amener aux États-Unis tous les cas d'entreprises qui enfreignent toutes les lois possibles et imaginables, et donc pour imposer leurs droits via ces tuyaux. Donc, en 1998, la loi devient extraterritoriale. Deuxième chose, ils font pression sur l'OCDE. Ils avaient essayé avant à l'ONU, ça n'avait pas marché. Cette fois-ci, ils font pression sur les pays de l'OCDE pour que les pays de l'OCDE mettent en place leur propre loi anticorruption pour empêcher leurs propres entreprises de faire de la corruption internationale. Et donc cette convention est signée aussi fin 97, début 98. Et donc c'est pour ça qu'à partir de 2000, en France, on a cette nouvelle loi anticorruption qui empêche les entreprises françaises, heureusement, de faire de la corruption. Et troisième étape, vous avez le Patriot Act 2001, revu en 2005, qui donne toute l'attitude aux agences de renseignement américaines. Terrorisme. Sous couvert de terrorisme, pour faire de l'espionnage massif des entreprises, principalement européennes. C'est un point de vue que je qualifierais de pessimiste. Ce qui sera dévoilé par Snowden, je vous rappelle, en 2013. Que dit Snowden en 2013 ? C'est que la NSA, avec le support d'une centaine d'entreprises du numérique américaines, espionne toutes les entreprises, notamment françaises. Vous avez une section qui se réfère à l'industrie française et qui dit en fait que toutes les entreprises qui négocient des contrats de plus de 200 millions de dollars sont systématiquement écoutées par la NSA. Donc ça veut dire que tous les cadres d'Alstom, d'Airbus, de Thales, de Dassault, etc., sont systématiquement sous écoute, que leurs emails sont lus, etc., etc. Donc, lorsque vous avez ces trois événements qui se mettent en place, vous voyez qu'à partir de 2005, les États-Unis appliquent leur loi, cette fameuse loi FCPA qui date de 1977. Et qui ils ciblent à partir de 2005 ? Ils ciblent les entreprises européennes. Leurs concurrents directs. Leurs concurrents directs, là où il y a encore de l'industrie. D'accord ? Et ils vont commencer par des secteurs d'activité où il y a une vraie concurrence. Donc ils vont commencer par tout ce qui est le pétrole, parapétrolier, l'énergie, les télécoms, etc.
Donc vous voyez, par exemple, la première entreprise non américaine qui paye une amende dans le cadre de là, c'est Statoil. Ce sont les Norvégiens de Statoil. Ensuite, vous avez Total, vous avez Eni. Ensuite, vous avez Technip. Ensuite, vous avez Siemens, Deutsche Telekom, British Aerospace. Ils vont même attaquer leurs amis anglais. Alors, moi, je me suis amusé, donc j'ai eu le temps de le faire, à regarder, par exemple, toutes les entreprises qui avaient payé plus de 100 millions de dollars d'amende au titre de cette seule loi américaine. Et vous vous rendez compte que, alors maintenant, il y a à peu près 30 entreprises qui ont payé plus de 100 millions de dollars. Sur ces 30 entreprises, vous avez 7 entreprises américaines, vous avez 16 entreprises européennes. D'accord ? Et les entreprises américaines ont payé à peu près 1,6 milliard de dollars, alors que les entreprises européennes ont payé plus de 6,3 milliards de dollars au titre de cette loi américaine. Alors à l'époque, pendant très longtemps, vous n'avez pas eu de société russe. Là, depuis 2 ans, vous avez 2 sociétés russes qui sont rentrées dans ce top 30. C'est pour ça que les Russes veulent sortir de SWIFT. Voilà, donc les Russes commencent à réagir. Vous n'avez pas de société chinoise, mais bon, on commence à attaquer les Chinois via d'autres lois extraterritoriales, comme on l'a vu avec l'affaire Huawei et avant avec l'affaire ZTE pour enfreinte aux embargos décrétés par les États-Unis. Alors je me suis amusé aussi, alors ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que lorsqu'on fait l'analyse un peu plus détaillée, vous vous dites pourquoi est-ce qu'il y a quand même des entreprises américaines sur cette liste. Vous vous rendez compte que dans la plupart des cas, ces entreprises américaines ont été condamnées parce qu'elles étaient déjà sous enquête de pays étrangers. Je vous donne un exemple. Vous avez dans cette liste de 7 Halliburton, qui était l'entreprise dont Dick Cheney était le patron pendant très longtemps. Alors, Halliburton, une de ses filiales, a été en consortium avec Technip pour faire un projet au Nigeria. Pour gagner ce projet, ils ont payé 188 millions de dollars de pots de vin. Bon, pas une petite somme. Sauf que ce sont les Français qui ont levé le lièvre. Et donc vous avez un juge français, Van Ruytbeck, qui a été mis sur l'affaire. Dès que les Américains ont vu que les Français avaient levé le lièvre sur le paiement de pots de vin au Nigeria par un consortium où il y avait Technip et Halliburton, Kellogg Brown & Root, qui était leur filiale, les Américains ont demandé à la France de se dessaisir du dossier. Et à l'époque, on a été suffisamment stupide pour le faire. Donc, nous sommes dessaisis du dossier, nous avons envoyé le dossier aux Américains, donc forcément, ils ont dû traiter le cas d'Hallyburton, parce que là, c'était quand même un peu trop gros. Donc, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont surtout traité le cas de Technip. Et donc, ils ont mis une amende de 335 millions de dollars à Technip pour une affaire que nous leur avons donnée. C'est complètement... C'est extraordinaire. Ah, ils jouent très très bien. C'est extraordinaire. Et ils jouent très très bien.